Alors, je suis consciente que faire de la philo au goûter, alors que vous avez envie de manger des gâteaux, que l'après-midi est chaude, est déjà un défi en soi. Donc, rassurez-vous, je vais essayer d'être la plus pédagogue possible et la plus agréable possible. Moi, j'étais très contente d'intervenir. J'ai fait une vidéo à mon expert comptable en lui disant « Regarde, je vais peut-être pouvoir te faire une déclaration d'amour devant un public de collègues. » Ça fait 10 ans que j'entreprends dans l'éducation et j'en serais pas là sans mon comptable, qui est mon allié, mon partenaire. Donc, voilà, j'étais ravie de le réaffirmer. Alors, effectivement... Aujourd'hui, on m'a sollicité pour parler d'adaptation. En réalité, parler d'adaptation, c'est un mot agréable et sympathique pour parler du changement. On parle d'adaptation, mais en réalité, ce dont on parle réellement, c'est le changement. Vous connaissez peut-être cette citation « Il faut que tout change pour que rien ne change ». C'est toute la problématique du changement. Elle est extraite du Guépard de Visconti, d'un film que j'aime beaucoup, et elle met en avant tout le paradoxe du changement. On n'a jamais envie que ça change, et pour autant, pour que les choses évoluent, il faut toujours qu'elles changent. Avant tout, il y a une chose étonnante quand on commence à parler, quand on commence à travailler sur cette question, et je ne sais pas si c'est ce que vous dites au moment même où je vous parle, c'est étonnant de constater à quel point le thème du changement peut être vécu différemment par les individus. Et je ne sais pas, vous, comment vous le vivez quand on vous dit ce terme, la manière dont vous l'appréhendez, mais le changement peut être vraiment vécu différemment. Et souvent, le désir de changement trouve sa source dans une forme de nécessité, voire même dans une envie. C'est-à-dire qu'il y a changement quand, dans le monde intime comme dans le monde professionnel, quand la situation n'est plus tout à fait satisfaisante. Et comme la situation n'est plus satisfaisante, on se retrouve dans l'envie de changer ou dans l'obligation de changer. Toute la difficulté qu'on va essayer d'observer aujourd'hui, c'est que malgré cette envie, malgré cette nécessité reconnue, c'est jamais très confortable. Et donc on se retrouve dans cette problématique où finalement on est comme paralysé face au changement, justement parce que la difficulté a l'air trop éprouvante, trop difficile à surmonter, trop dure pour passer le cap. Et donc, on s'en aperçoit peut-être, le changement vient remuer en nous tout un tas de choses. Et encore une fois, j'insiste, c'est sur le plan professionnel comme sur le plan intime, le mécanisme est absolument le même. Alors pourquoi c'est si complexe, le changement ? Déjà parce qu'il faut imaginer que 80% de nos comportements sont des habitudes. Et c'est une bonne nouvelle, 80% de ce que nous faisons, on ne l'interroge pas. On le fait de manière extrêmement fluide. Et tant mieux, parce que sinon nos journées seraient tout de même compliquées si on devait interroger chacun de notre mouvement. C'est-à-dire que changer, face à ces 80%, représente donc un risque. Le risque de ne pas savoir faire, pas de la même façon. Il y a un neuroscientifique que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous vous intéressez à ces questions, qui s'appelle Philippe Danier, qui s'intéresse aux freins neurologiques du changement. Et c'est assez amusant d'observer ce qui se passe. Donc, comme je l'évoquais à l'instant, le tout premier frein du changement, ce sont nos fameuses habitudes. Notre cerveau est construit pour transformer une activité consciente en une activité implicite, auquel on ne pense plus. Évidemment, le matin, quand on se lève, qu'on se brosse les dents, on ne se dit pas « Tiens, je conscientise que je suis en train de me brosser les dents ». Donc, ça se met en place. Ce sont alors sans rentrer dans les détails, mais c'est quand même intéressant, ce sont vraiment les noyaux gris centraux qui sont situés dans notre cerveau reptilien qui permettent la mise en place de ce fonctionnement, de toutes ces habitudes, et donc de ce fonctionnement sans pensée consciente. On n'interroge pas, on le fait mécaniquement. Et donc, nos habitudes sont précieuses puisque ce sont ces comportements moteurs qui nous permettent, une fois qu'ils sont automatisés, de libérer de l'espace pour tout le reste. Si on devait penser à « Attends, là, je dois dire à mon bras de me lever pour me gratter la tête. Ah tiens, je dois penser à telle ou telle chose. » On n'aurait plus d'espace mental pour penser le reste. Donc, voilà à quoi servent les habitudes. Donc, et même si on ne s'aperçoit plus, et moi qui travaille dans l'enfance, c'est assez marquant, qu'évidemment, tous ces automatismes qui nous paraissent évidents ont mis un temps fou au début à s'implanter.
Et si vous êtes parent ou si vous avez des enfants autour de vous, vous observez bien le mécanisme de la marche met du temps à se mettre en place avec cette instabilité, avec... je vois qu'il y a des gens qui acquiescent dans la salle. Et évidemment que là, vous vous êtes déplacé pour aller au buffet, vous vous êtes pas dit « Waouh, incroyable, je marche !» Bon, bien entendu. Et pour autant, ce mécanisme a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et les premiers temps pour un enfant, et d'ailleurs, il y a même une excitation liée à l'acquisition de la marche, parce que c'est genre « Waouh, j'ai un super pouvoir !» Donc évidemment, ce sont des automatismes difficiles à acquérir au début. Je parle de la marche, mais l'exemple est le même pour la conduite. Bon, en l'occurrence, je ne conduis pas, mais sans doute que c'est le cas. Je le passerai avant mes 40 ans, mais l'habitude n'a pas encore été tout à fait en place. La conduite, le vélo, etc. Une fois qu'ils sont acquis, ces automatismes, même si ils ont mis du temps, ils nous rendent justement performants par le biais de l'habitude. Et donc, dans cette perspective, les neuroscientifiques expliquent que changer, c'est remettre en cause ces automatismes. Et donc le cerveau n'aime pas du tout cette démarche. Et ça peut être sur n'importe quel type de changement. Tout d'un coup, le cerveau qui a mis du temps à acquérir cet automatisme, il n'a pas du tout envie de s'habituer à autre chose. C'est moins le cas aujourd'hui, mais on le voit sur des choses triviales et anodines. Quand on changeait de téléphone, quand on changeait de marque de téléphone, bon, bah, y a toujours ce moment un peu déstabilisant. « Oh, mais je ne retrouve pas, mais où c'est, mais comment ça se passe, mais ils m'ont changé mon application. » Et il y a encore des gens aujourd'hui qui ont ce moment un peu inconfortable. Donc effectivement, pour changer, il faut d'abord désapprendre et réapprendre de nouvelles habitudes. Donc c'est un processus qui est assez exigeant d'un point de vue neurologique, et c'est notre premier frein, parce qu'on n'aime pas trop quand les choses nous déstabilisent et qu'il y a un effort cérébral à mettre en place. Le deuxième point dans les freins du changement, et encore une fois, je parle aussi bien de l'intime que du professionnel, c'est que le changement provoque, et là je me place d'un point de vue neurologique avant d'aller vers la philo, mais parce que les deux se font écho, le changement provoque des actions très fortes et très puissantes au niveau cérébral, qui sont mises en place au cours de l'évolution de notre cerveau, c'est-à-dire que on a l'amygdale, qui est le noyau situé en profondeur, derrière les yeux, qui est le centre intégrateur qui est en éveil en permanence. Et dès qu'il perçoit quelque chose d'inhabituel, la première chose qu'il fait, et ça sert à ça l'amygdale, il arrête tout. Donc là, s'il se passe un truc trop bizarre dans la salle, la première chose, l'amygdale s'arrête pour analyser la situation et ensuite donner le comportement approprié. Et donc, évidemment, on appelle ça le mode freeze, on reste gelé, qui se traduit par quoi? Et ça, on en parle beaucoup en ce moment, donc peut-être que vous êtes familier, par une libération de cortisol. Pourquoi? Parce que d'abord, on s'arrête, et ensuite, il faut être prêt à courir. C'est un processus adaptatif dans l'histoire de notre humanité. Donc c'est assez fascinant, c'est quand même très très bien fait. Ouh là là, truc bizarre, je me bloque, et ensuite, je suis prêt à me battre, à courir, à y aller très vite. Le truc, c'est que certes, dans notre vie quotidienne, on est peu confronté à des grizzlies sauvages en train de vouloir nous attaquer. Néanmoins, quoique, parfois, le monde professionnel peut être rempli de grizzlies sauvages prêts à nous attaquer. Néanmoins, notre fonctionnement demeure le même. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans un danger de survie, le changement provoque cette libération du cortisol, alors certes de manière moins forte et moins élevée, néanmoins provoque cet état d'inconfort et en fait, in fine, on pourrait le traduire par l'insécurité, parce que c'est un sentiment d'insécurité. Et donc ça provoque de la crainte. Donc d'abord, on n'aime pas faire des efforts pour notre cerveau parce que ça nous place, ça nous sort de nos habitudes et c'est inconfortable, ça demande un effort. Deuxième chose, ça crée un sentiment d'insécurité et ça libère du cortisol, ce qui fait qu'on a une espèce de stress de fond. Troisième frein au changement, qui là est moins neurologique que socio-culturel, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au changement. Et là, je vous demanderai évidemment pas de lever la main et de témoigner, mais on n'est pas, on le voit, il y a une éducation au changement qui se place dès le plus jeune âge, selon certaines cultures, selon certaines familles, selon la manière dans quelle situation on a été mis. Et donc notre aversion au risque, elle est variable, pas uniquement d'un point de vue neurologique, mais aussi d'un point de vue socio-culturel. Plus un bébé va être encouragé très tôt et mis en confiance à l'école, à tester des choses, à explorer, à se planter, plus le changement va être naturel et pas une source uniquement d'insécurité. Donc,
évidemment, et on connaît tous, et d'ailleurs on n'a pas aussi, il y a ce rapport socioculturel, et il y a aussi selon les domaines. Par exemple, il y a des gens très à l'aise dans les changements dans leur vie intime qui vont pouvoir déménager, mais qui vont avoir besoin d'être sécurisés professionnellement. Et l'inverse est vrai aussi. Des gens qui prennent des risques professionnellement, mais qui ont besoin d'un cadre et de beaucoup de repères. Donc, je vous donne très rapidement ces 3 freins, mais ce sont les 3 freins principaux qui expliquent que vraiment, le changement et l'adaptation qui en découle, ce n'est pas naturel. Donc, on a beau mettre en place de la conduite du changement, on a beau répéter que le changement, c'est trop cool, que le changement, c'est l'avenir, que le changement, qu'il faut s'adapter quand même. Oui, mais naturellement, nous ne sommes pas faits pour ce changement-là. Donc, l'idée, c'est pas tant de convaincre que le changement est fantastique, que de se poser la question, et c'est comme ça que j'avais envie de le construire avec vous, comment bien vivre ces adaptations ? Parce que la donnée de départ, c'est que ce n'est pas confortable. Mais alors, comme on est bien obligé, soit par envie, soit par nécessité de changer, comment rendre ces adaptations un peu plus fluides, un peu plus paisibles ? Parce que tout le paradoxe, et c'était mon point de départ, même si on n'aime pas ça, on change. Tout change autour de nous. Donc, il y a ce rapport complètement schizophrénique au changement. À la fois, on n'aime pas ça, et pour autant, tout change en permanence autour de nous, dans toutes les sphères. Entre l'enfant que j'ai été, la femme que je suis aujourd'hui, évidemment qu'il y a des transformations. Vous avez changé peut-être de lieu d'habitation, vous avez changé de conjoint, vous avez peut-être changé de couleur de cheveux, vous avez changé de vie professionnelle. Le changement est absolument partout et le changement est même, évidemment, plus que jamais dans la société. Donc, malgré cette aversion au changement, le changement est là. Donc, la question fondamentale est comment le bien vivre ? Alors, comme souvent, dans ces moments-là, je vais voir du côté de la philosophie, si on a 2-3... alors, je dirais pas, la philosophie ne donne pas des conseils clés en main, on n'est pas dans du coaching, néanmoins, il y a des regards et des hypothèses qui sont quand même assez pertinentes et vers lesquelles il faut creuser. Le tout premier, je dirais, philosophe, alors évidemment, on ne le retient pas toujours pour les bonnes raisons, à parler vraiment d'adaptation, c'est Darwin. Et Darwin, on l'a un peu caricaturé en mode sélection naturelle, voilà, on va laisser de côté les plus faibles, etc. Darwin est quand même beaucoup plus subtil que la transmission que nous en avons parfois. Et ce que Darwin dit sur l'adaptation, puisque lui parle vraiment d'adaptation, c'est que l'adaptation est évidemment un processus central dans la théorie de l'évolution, donc quand on observe la théorie de l'évolution humaine. Mais Darwin ajoute une chose que je voulais vous transmettre aujourd'hui, cet après-midi, c'est qu'on s'adapte et les organismes vivants se modifient au fil du temps, en réponse certes aux pressions de leur environnement, donc par nécessité de changer, mais, et je le cite, ils s'adaptent avantageusement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'adapter en moins bien, genre on va se contenter. Non, ils vont créer de nouvelles aptitudes. Et donc, les becs vont se modifier pour être plus performants, des doigts vont pousser pour attraper plus de trucs. Et donc, ce que veut dire Darwin dans cette approche, c'est de dire l'adaptation, ce sont des mutations avantageuses. Donc, ce n'est pas des choses qui nous enlèvent, ce n'est pas des choses qu'on retire, ce n'est pas des choses qu'on va faire moins bien, ce n'est pas des choses qui vont nous amoindrir et nous rétracter, mais au contraire, c'est une adaptation avantageuse. Ça veut dire que dans ce processus d'évolution, on va savoir faire plus de choses. On va être plus performant pour s'adapter, pour être mieux adapté à notre environnement. Et je trouve ça assez intéressant de penser l'adaptation de ce point de vue-là. Parce qu'on a une vision justement pour notre aversion au changement assez contraignante, mais penser l'adaptation en fait, c'est avantageux d'avoir de nouvelles aptitudes, d'aller explorer de nouvelles aptitudes, c'est assez riche comme approche. Et donc, évidemment, on va pouvoir développer des traits qui confèrent un avantage en fait à cette niche écologique dans laquelle, il donne des exemples. Nous n'avons malheureusement pas le temps de parler des becs de pinsons. Les pages de Darwin sur les becs de pinsons sont assez bouleversantes de ce point de vue-là. Ce qu'il faut retenir avec Darwin, c'est juste que le mécanisme par lequel les êtres vivants s'ajustent pour survivre, c'est en changeant positivement, donc en ajoutant des choses.
Une deuxième philosophe qui parle particulièrement de l'adaptation, mais pas d'un point de vue évolutionniste ou physiologique comme Darwin, c'est Hannah Arendt. Alors, elle ne va pas parler d'adaptation en tant que telle, de comment les organismes se modifient. Ce qui intéresse Arendt, c'est la capacité humaine à s'ajuster dans la société. Ce qu'Hannah Arendt observe, ce sont les évolutions sociales. Et des évolutions sociales, nous en vivons particulièrement. Nous en avons vécu à toutes les époques, mais nous en vivons particulièrement, évidemment, en ce moment. Et comment faire face aux défis posés par les contextes sociaux et politiques. À l'époque où écrit Arendt, elle n'ajoute pas les contextes digitaux et technologiques, mais évidemment que ce serait une dimension également. Et pour Arendt, ce qui va vraiment, l'action humaine implique une capacité d'adaptation. Et ce qu'elle veut mettre en avant, c'est que les changements offrent l'opportunité de création. Et donc Hannah Arendt veut dire finalement, quand il y a des périodes de troubles, quand il y a des périodes de changement, de modification, de bouleversement, c'est l'opportunité de créer. C'est l'opportunité, justement, parce que le champ est plus libre, d'avoir de nouvelles actions, de créer de nouvelles perspectives, de développer en fait peut-être d'autres approches qu'on n'aurait pas eues justement en étant dans des choses plus figées, plus normatives, plus routinières. Donc pour Hannah Arendt, l'adaptation, c'est pas juste un ajustement passif, et de ce point de vue-là, on retrouve la même approche que Darwin. C'est pas juste passif, tant pis, il faut se résigner à s'adapter. C'est au contraire une capacité active de l'humain. Une capacité active de l'humain à répondre créativement aux circonstances. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la pédagogie, vu que c'est une grande part de mon métier, la créativité, c'est la pensée divergente. Et même dans des métiers qui sont plus ou moins normatifs, qui ont plus ou moins de protocoles, avoir cette opportunité de dire, tiens, comment je peux renouveler, créer, développer, ouvrir d'autres champs des possibles, c'est cette possibilité de création qu'évoque Arendt. Donc, pour Darwin, le changement n'est pas, l'adaptation n'est pas qu'une chose qu'on me retire, mais au contraire, c'est un ajustement et c'est plus avantageux. Pour Hannah Arendt, c'est une possibilité de création, d'avoir peut-être quelque chose qui va plus nous ressembler, qui va nous permettre de plus nous ajuster. Le troisième philosophe qui me semblait particulièrement pertinent de convoquer aujourd'hui, c'est un philosophe qu'on connaît peu en France, qui s'appelle John Dewey, qui est un philosophe américain, qui est mort il y a quelques années, mais qui est un philosophe du XXe siècle, qui lui a beaucoup travaillé en pédagogie, mais qui, pour John Dewey, et c'est intéressant son approche, l'individu doit continuellement s'adapter à son environnement. Donc pour John Dewey, il y a cette perspective de dire, mais de toute façon, même sans nous en rendre compte, nous passons notre journée à résoudre des problèmes concrets. Nous passons notre journée à nous ajuster. Donc John Dewey dit, mais finalement, ce qu'on fait de toute façon, c'est explorer en permanence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'éducativement, il dit, faut beaucoup plus mettre les enfants dans de la pédagogie par projet, parce qu'on leur apprend souvent dans un système éducatif classique à aller d'un point A à un point B. Or, ensuite, dans la vraie vie, on ne va pas d'un point A à un point B, mais on va dans une exploration, dans un ajustement, dans un bidouillage, dans une transformation absolument permanente. Et donc, pour John Dewey, l'adaptation est une partie intégrante de nos expériences. Il n'y a pas d'expérience, ni intime, ni professionnelle, sans une adaptation à des contextes, à des jeux de langage, à des clients, à des perspectives, sans une compréhension. Et John Dewey insiste sur cette idée, de toute façon, nous passons notre temps à nous adapter à l'individu que nous avons en face de nous et au contexte que nous avons en face de nous. Et encore une fois, quand John Dewey le dit de cette façon-là, c'est pas nous adapter pour nous trahir, c'est pas nous adapter pour faire plaisir à l'individu. C'est qu'évidemment, la façon dont là je vous parle, je pourrais parler d'adaptation et de changement à des enfants de 3 ans. Je pourrais explorer cette thématique. D'ailleurs, ce sont des thématiques qu'ils comprennent très bien et j'adore les ateliers philo avec les jeunes enfants. Mais j'aurais pas la même terminologie, j'aurais pas le même ton, j'aurais pas les mêmes exemples, j'aurais pas la même longueur de propos, donc bien entendu que je m'adapterai. Et donc ce que veut dire John Dewey, c'est que l'adaptation est au cœur de la démarche empirique, de tout ce que nous vivons. Et donc c'est un processus constant.
Donc pour Darwin, en fait, l'adaptation, ça peut être avantageux parce qu'on développe de nouvelles compétences. Pour Hannah Arendt, l'adaptation, c'est une possibilité de créativité. Et pour John Dewey, l'adaptation, c'est un processus permanent, constant, qui de toute façon est au cœur même de nos existences. Et donc John Dewey insiste en disant, mais pourquoi on ne parlerait pas plus d'exploration que d'adaptation ? Parce qu'adaptation, on a toujours l'impression on revient à ce paradigme de départ qui est de dire on va me retirer un truc, je vais perdre quelque chose et ça va être inconfortable. Alors que quand on dit je vais explorer de nouvelles approches, l'idée n'est pas le même. Et bien évidemment, tout ça, et on revient à ce titre, tout ça demande une forme d'audace. Mais attention, parce que s'il y a bien un concept qui est mal compris, c'est bien la notion d'audace. L'audace, on a toujours l'impression que c'est faire un truc un peu dingo, un peu foufou, et que l'audace, quand on cherche le terme audace dans un moteur de recherche, d'image, chose que vous ne faites pas souvent dans la journée, mais je l'ai fait pour vous, on tombe sur l'image d'un type qui saute, toujours un homme, qui saute les yeux fermés pour aller de l'autre côté d'une falaise. Alors évidemment, moi quand je vois cette image qui reflète notre inconscient collectif, je n'ai pas du tout envie d'être audacieuse. Personnellement, je n'ai pas envie de sauter les yeux fermés de l'autre côté d'une falaise. L'audace, c'est pas ça. L'audace, vraiment, et ça c'est la traduction, et c'est pour ça qu'on a toujours du mal à penser ce concept et qu'on a l'impression que c'est une forme de culot, d'insolence, de quelque chose de déraisonnable. L'audace, c'est absolument pas ça. L'audace, dans l'histoire de la philosophie, c'est une définition qui intervient très tardivement. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui en ont parlé, mais il y en a un qui en a parlé, c'est Emmanuel Kant, dans un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Sous-entendu, qu'est-ce que la philosophie des Lumières ? Et Kant répond, l'audace, c'est sapere aude. Alors, sapere aude, une notion latine qu'on pourrait mettre sur un t-shirt, c'est « ose penser par toi-même », mais au-delà d'un mantra un peu facile, Emmanuel Kant dit, c'est notre responsabilité morale, ce « ose penser par toi-même ». Ose penser par toi-même, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire... J'ai pas éteint le micro, pardon. Ose penser par toi-même, ça veut dire analyse toutes les sphères de ton existence. Est-ce que tu les trouves cohérentes ou pas ? Est-ce que tu es en accord ou pas ? C'est une sorte, Kant ne le dit pas de cette façon, mais il n'est pas là pour me virer de la scène, donc je peux me le permettre. C'est une sorte de check-up interne, en fait. C'est observer les différentes sphères de notre vie et se dire, tiens, où est-ce que j'en suis ? Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez le faire toute la journée, de vous dire... Je vais observer ma vie. Mais de temps en temps, intimement comme professionnellement, se dire où j'en suis, avec quoi je suis en accord, interroger nos pratiques, interroger nos modalités de fonctionnement, interroger même des choses triviales, notre rythme, la manière dont on interagit, la manière dont on consomme, la manière dont on communique. C'est vraiment ça, le ose penser par toi-même. Donc, ce n'est pas du tout une audace d'action, c'est une audace de réflexion. C'est reprendre possession sur ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre capacité à réfléchir. Et Kant nous dit finalement, quand on fait ce « ose penser par toi-même », qui au demeurant n'est pas toujours très confortable, arrivent souvent 3 possibilités. Soit on va confirmer les choses, en fait non, en fait ça me va, ce que je fais ça me va, je suis bien, je trouve ça cohérent, je suis en accord avec les valeurs, voilà, je suis en accord avec les gens avec que je vois, les gens que j'ai autour de moi, les choses auxquelles je vis. Donc soit on confirme, soit on ajuste. Et là, on est déjà dans un début d'adaptation, c'est-à-dire on va modifier certains critères, certains facteurs, soit on transforme radicalement. Et là, on a vraiment du changement plus opérant. Mais ce que veut dire Kant, c'est que si on a pris le temps de réfléchir, alors ça s'impose. Et encore une fois, je suis sûre que vous l'avez tous vécu dans la vie pro comme dans la vie perso, quand on a vraiment réfléchi à une transformation qu'on devait faire, si on ne la fait pas, c'est encore pire que de la faire et de se sentir l'inconfort de se dire je devais faire quelque chose, je ne l'ai pas fait, est encore 1000 fois pire que l'inconfort de se dire peut-être que c'est incertain, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, j'ai un peu peur parce que c'est de l'inconnu, mais je vais quand même y aller parce que je vais le tenter. Donc, ce que je veux vraiment vous transmettre dans ce panorama très rapide, si la question était comment se transformer pour réussir, peut-être que la première brique, c'est déjà d'interroger.
pourquoi on se transforme. Est-ce que juste on cède à quelque chose sous la pression? Est-ce qu'on en comprend l'avantage? Est-ce qu'on perçoit ce que ça va nous permettre de créer? Donc finalement, la première démarche de comment se transformer pour réussir, et vous allez dire c'est une réponse de philosophe, mais en même temps je suis là pour ça, c'est déjà de l'introspection. C'est déjà comprendre, analyser sa pratique, analyser son approche, analyser nos métiers. Et ensuite, parce qu'on a analysé, parce qu'on a eu cette audace de se dire tiens, et si j'interrogeais ma profession, alors on peut aller explorer ce que nous dit Darwin, ce que nous dit Arendt, ce que nous dit Dewey, c'est-à-dire cette force de l'adaptation et cette force du changement qui n'est, j'insiste, pas une résignation, mais la possibilité d'aller explorer des champs, des ailleurs, des manières de faire qui vont peut-être nous permettre de nous sentir plus alignés, plus à notre place, plus motivés, de nous développer et de lutter contre ces fameux 80% d'habitudes qui nous disent « j'en ai pas envie ». Donc vraiment, introspection pour pouvoir aller explorer. Je vais juste terminer cette intervention par un texte qui m'a fait sourire et que je voulais partager avec vous et qui, je crois, résume assez bien la question du jour. Ce n'est pas un texte d'un philosophe, c'est le texte d'un auteur qui s'appelle Jonathan Tropper, d'un livre, Le livre de Joe. Tu te souviens des vieux dessins animés du coyote, dit-il, quand le coyote se précipitait d'une falaise et qu'il continuait à courir jusqu'au moment où il baissait les yeux et réalisait qu'il cavalait dans le vide? Ouais, je me souviens. Eh bien, je me suis toujours demandé ce qui lui serait arrivé s'il n'avait pas regardé en bas. Est-ce que l'air serait resté solide sous ses pieds jusqu'à ce qu'il ait atteint l'autre bord du précipice? Je pense que oui. Et je pense qu'on est tous comme ça. On s'élance pour traverser le canyon, le regard fixé droit devant soi, vers les choses vraiment importantes. Mais quelque chose, la peur ou un sentiment d'insécurité, nous fait regarder en bas. Alors on s'aperçoit qu'on marche sur du vide, on panique, on fait demi-tour et on pédale à toute vitesse pour retrouver la terre ferme. Mais si on ne baissait pas les yeux, on arriverait sans problème de l'autre côté. Je vous souhaite de ne pas baisser les yeux et d'aller vers l'adaptation avec joie et introspection. Merci beaucoup.